Si j'ai posé à Laurent cette question du temps, en fait, c'est pas anodin. En 2019, le sociologue Nicolas Jounin a infiltré l'entreprise. Pendant 5 mois, il s'est fait embaucher en tant que facteur et il a publié un livre, publié aux éditions de la Découverte, Le cachet de la Poste. Et en fait, il a découvert justement, durant son enquête, que le temps de sa tournée était calculé par un algorithme. Et selon cet outil informatique, c'est pareil, c'est ce que vous disiez Laurent, eh bien la tournée de Nicolas Jounin était censée faire 4 heures, 23 minutes et 59 secondes. On l'écoute nous expliquer ça. À partir de la deuxième moitié des années 2000, la Poste décide de basculer dans une prescription entièrement automatisée des tournées parce que justement, le courrier baissant, elle veut récupérer la productivité perdue et pour faire ça, pour réorganiser vite, réduire le nombre de tournées vite, donc réévaluer leur durée très vite. Et ça peut pas se faire avec un chronométreur qui va suivre chaque tournée. Il faut attribuer des durées à des tournées sans repasser par un chronométrage systématique. Donc la Poste va mettre en place un logiciel. On va rentrer un certain nombre de volumes de courriers, de recommandés, de colis, etc. Une estimation du trafic sur la tournée. On va rentrer des distances, on va rentrer un certain nombre de boîtes aux lettres et on va mouliner tout ça avec des cadences, des prescriptions de rythme et ça va donner à la fin la durée théorique de la tournée. C'est comme ça que moi, la tournée que je faisais avant la réorganisation, qui me prenait à peu près 7-8 heures à faire, l'ordinateur disait que ma tournée durait 4 heures, 23 minutes, 59 secondes. Donc, puisque je devais avoir une journée de travail de 7 heures, il convenait de me rajouter des morceaux de tournée pris ailleurs à hauteur de un peu plus de 2h30 pour que je puisse atteindre les 7 heures, puisque le sous-entendu était que j'étais oisif pendant 2h30, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas dans la pratique, mais c'est ce qu'avait dit l'ordinateur, et la parole de l'ordinateur supplante, remplace, s'impose à l'expérience ordinaire des facteurs. D'ailleurs, quand Nicolas Jounin est embauché, c'est juste avant une réorganisation. Il m'a confié qu'en théorie, il n'aurait pas dû être gardé, car en général, juste avant les réorganisations, la Poste remercie ses contrats précaires afin de faire baisser les effectifs. Lui est resté parce qu'il y avait un trop grand nombre de courriers non distribués dans la zone, et donc il m'a expliqué la stratégie mise en place par la Poste pour profiter de ces emplois, disons, moins rigides. On va l'écouter nous expliquer ça. La politique habituelle de la Poste est donc d'une part de réorganiser des centres de distribution du courrier, donc des centres où travaillent les facteurs, une fois tous les 2 ans. Et réorganiser, ça veut dire réduire les effectifs en réduisant le nombre de tournées et du coup en allongeant les tournées restantes, puisqu'on continue de desservir l'ensemble des boîtes aux lettres du territoire, bien sûr. Et dans l'intervalle, dès lors qu'il y a un départ en retraite, mutation ou autre, habituellement la Poste ne remplace pas par des salariés en CDI, mais par des salariés en CDD, des intérimaires, voire des gens employés par des groupements d'employeurs, mais en tout cas toujours en passant par des formes beaucoup plus réversibles d'emploi que le CDI, de telle sorte qu'au moment où on arrive à une réorganisation, on se sépare des personnes en CDD ou en intérim, puisqu'on a trop d'effectifs, et c'est comme ça que la Poste se vante d'avoir supprimé 35 000 emplois de facteurs sans recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, parce qu'en fait, elle fait en permanence proliférer la précarité et se contente de se séparer de précaires plutôt qu'effectivement faire des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui serait en fait plus avantageux pour les salariés puisqu'il y a quand même quelques indemnités qui sont associées. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, on va repartir un petit peu en arrière. En 2002, Jean-Paul Bailly, polytechnicien, ancien dirigeant de la RATP, est nommé président de la Poste avec un but: ouvrir la Poste à la concurrence, rationaliser les centres de tri et créer la banque postale. D'après les chiffres du Sénat, durant les 5 années qui précèdent sa nomination, eh bien, les effectifs de la Poste étaient pourtant en constante augmentation. Plus 17 000 agents en 5 ans. En 2002, la Poste comptait ainsi, pardon pour tous ces chiffres, il va y en avoir un peu là, 323 000 agents, mais s'il y en a un à retenir, c'est celui-là, il y avait en 2002 67% de fonctionnaires. Avec la présidence Bailly, suivie de celle de Philippe Val, son successeur, énarque, passé par la direction de BNP Paribas, de la Caisse d'épargne ou encore de l'agence de publicité Havas, eh bien la tendance s'est complètement inversée. Aujourd'hui, en 2021, d'après les chiffres de la Poste,
Le groupe compte 245 000 agents, dont plus que seulement 20% de fonctionnaires. Alors, j'ai pris contact avec l'un de ses contractuels, il est intérimaire. Son contrat est précaire car renouvelé toutes les semaines. Pourtant, il fait le même travail que les autres, il occupe un poste de rouleur, c'est-à-dire qu'il remplace les facteurs lorsqu'ils ne travaillent pas. Il m'a raconté la mise en concurrence avec les titulaires, la pression qu'il subit et la difficulté de faire son métier correctement. On va l'écouter. Aux intérimaires, ils vont demander des choses qu'ils ne vont pas demander aux titulaires. Par exemple, des fois, on nous donne du courrier qui n'est pas bon. Donc nous, intérimaires, on ne peut pas dire non, on ne le récupère pas, il n'est pas distribuable. Alors que les titulaires, ils disent non, on ne le distribue pas, il n'y a pas le nom, on ne le distribue pas. Et ils ne vont rien leur dire. Alors que nous, ils vont nous dire non, mais tu le fais. En fait, on n'a rien à dire, on n'a pas notre mot à dire. Et comme on a besoin de travailler, donc on ne peut rien dire. Et moi, personnellement, j'ai besoin de travailler. Donc tout ce qu'ils me disent de faire, je fais. Et même si c'est trop dur ou c'est impossible à faire, je fais le maximum et je me tais. J'accepte les critiques et je suis obligé de me faire. Cette semaine-là, je peux avoir plus de travail. Là, je peux rien prévoir. À chaque fin de semaine, je prie pour que je reçoive le contrat par mail. Alors, depuis le début de cette enquête, j'essaye de contacter la direction de la Poste. Elle ne répond ni à mes mails, ni à mes appels. Et puis, hier, sur Twitter, la Poste PACA m'a envoyé un message en privé en me demandant ce qui se passait demain et ce que je voulais faire. Alors, j'ai pris contact avec la responsable de la communication, à qui j'ai expliqué que quand même, ça faisait des semaines que j'essayais de leur parler, que là, c'était un petit peu compliqué, mais que j'invitais évidemment quelqu'un de la Poste à venir la représenter et à débattre et à discuter et à répondre à mes questions ce soir. Elle m'a rappelé aujourd'hui en me disant que bon, ça faisait un peu short, malheureusement, et qu'elle était désolée que la direction parisienne n'ait pas remonté les informations, ou plutôt descendu les informations jusqu'à la Poste PACA. Mais elle a quand même répondu à toute une série de questions qui m'a été envoyée, enfin réponses plutôt, qui m'ont été envoyées aujourd'hui à 16h52, je crois, 17h. Ce que je vais faire, c'est discuter des réponses de la Poste avec Yann Quay-Bizet. Il est facteur depuis une quinzaine d'années et il est secrétaire départemental Sud PTT. Merci Yann d'être avec moi. Hop, micro Yann. Fonctionne ? Je pense, ouais. Alors, 20% de fonctionnaires, 80% de contractuels. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une Poste sans fonctionnaires? Et pourquoi pas, en fait? Ça change quoi au métier de facteur s'il n'y a plus de fonctionnaires? C'est une question, en fait, anodine, à laquelle le PK lambda, il n'y a pas de différence. Finalement, le statut, ça compte pas. Ce qui compte, c'est pourquoi on travaille. C'est dans quel but? Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que le statut, contrairement à tous les autres... Je suis salarié de droit privé, moi. Et je vais dire un truc, ça ne m'arrange pas. Mais si j'étais fonctionnaire, je ne serais tenu que par une seule chose. Avec mon statut, c'est la manière de servir. Et c'est que j'ai vocation à servir le public. À travers cet éloignement du fonctionnariat et du statut qui a vocation à servir, on devient vocation à servir les poches des actionnaires. Et la Caisse des dépôts est notre actionnaire majoritaire aujourd'hui. C'est plus l'État. Alors c'est la Caisse des dépôts. On peut discuter du capital de la Caisse des dépôts et du type d'argent qu'il y a dans la Caisse des dépôts. Mais ce n'est pas l'État, la Caisse des dépôts. La Poste a aussi recours à la sous-traitance. Et parmi ses réponses, aujourd'hui, la Poste m'a dit il ne faut pas exagérer. En fait, les syndicats disent massivement recours, mais en fait, en PACA, ça ne concerne que 10%. Ouais, alors il faut commenter les chiffres bidons et la communication de la Poste. Donc c'est pas 10% d'agents la sous-traitance. Pas 10%. Moi je sais pas d'où ces chiffres sortent. Ce que je sais, c'est quand on rentre dans un bureau de poste, on distingue les gens qui sont là de manière permanente, qui sont des fonctionnaires ou des salariés, mais des agents de la Poste, des collègues qui sont intérimaires, qui sont... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus de la moitié du personnel qui est précaire aujourd'hui. Et il faut quoi et ça marche comment? Annabelle, sortons du fantasme. Sortons du fantasme. On va imaginer qu'on n'est plus dans le monde magique de la communication postale telle qu'elle arrive à 16h52. 30 secondes. C'est pas 10% de précaires qu'il y a. C'est la moitié d'un bureau de poste avec des facteurs où il y a la moitié des titulaires qui manquent et la moitié de précaires qui les ont remplacés. Ah non, mais là, c'est 10% pour la sous-traitance.
Ah, 10% de sous-traitance. Oui, c'est la sous-traitance. C'est la sous-traitance. Ouais, c'est la sous-traitance. D'accord. Quand on s'est rencontrés précédemment, vous m'avez raconté que dans certains arrondissements de Marseille, il n'y a plus que des sous-traitants. 100%. Et c'est où? Et ça marche comment? Et ça fait quoi? Et c'est quelle différence? Les colis sont sous-traités. Le 15e et le 16e ne sont plus distribués par des postiers. Les fonctionnaires, on n'en parle même plus, c'est même plus des CDI qui distribuent. D'accord? Ce sont des sous-traitants. Ce sont des arrondissements entiers qui sont confiés alors qu'ils n'amènent aucune technologie, alors qu'ils n'amènent aucun savoir-faire particulier, alors qu'on devrait confier ça à des opérateurs lambda. Je ne parle même pas de la vocation à servir le public. Au moins qu'on ait prêté serment et au moins qu'on soit réellement formé pour faire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est formé là-dedans. Et donc, vous êtes jeté. Aujourd'hui, la sous-traitance, tu es payé au colis. À partir du moment où on cadence tout et où on raisonne uniquement en productivité, on arrive à utiliser de la sous-traitance alors qu'il n'y a aucun besoin. On arrive à dire qu'il n'y a que 10% de sous-traitance dans une région, quand il n'y a aucun motif pour qu'en réalité elle existe. Quand vous n'avez aucun besoin d'embaucher de la sous-traitance, ben vous êtes tenu de ne pas le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, bah oui, mais moins de courriers, on envoie moins de lettres, il y a moins de courriers, donc moins de facteurs. Est-ce que ce n'est pas juste le sens de l'histoire? D'abord, la vocation de ce que vous faites, c'est quoi? Vous êtes une entreprise? Vous êtes l'État? C'est quoi la vocation? La vocation, c'est, à travers les 4 missions que vous avez évoquées tout à l'heure, ben ouais, ça incombe à la Poste. Et à des moments, ça n'a pas vocation à être rentable, ces services publics. Ça a vocation à être équitable. Ça s'appelle la péréquation. Après, c'est la question du financement. Quand l'État il vous file 500 millions de boules pour aller distribuer du courrier, pour aller rendre les bureaux de poste accessibles en tout point du territoire, franchement, voilà, je vous laisse savourer toute l'ironie de ce que je viens de dire. Parce qu'alors, en tout point du territoire, ça se saurait. Mais quand vous avez 500 millions d'euros de l'État, quand vous avez une rentabilité autour de 2,1 milliards en 2021, 2022... il est haut le plafond, mais enfin, on risque d'exploser encore les scores. Bon, en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que non seulement on n'aurait pas les ressources pour financer et qu'on ne nous donne pas les moyens de financer ce qui pourrait coûter dans les missions de service public et qu'on n'est pas rentable sur le reste. On se fait beaucoup de fric. Non, en vrai, j'ai 23 ans de boîte, je suis salarié, je touche 1400 balles. Voilà. Donc on n'est pas pauvre, hein. 1400 balles quand même, hein. Bon, 23 ans aussi. Hein. Bon. Yann, merci. Récemment, vous l'avez peut-être remarqué, lu, voire expérimenté vous-même, la Poste a décidé de supprimer le timbre rouge depuis janvier. Le timbre rouge, c'est le courrier pour le lendemain, à J+1. La décision, elle a été prise cet été, sans grande consultation, ni avec les usagers, ni avec les employés, ni avec les syndicats de la Poste. Et cette idée de supprimer le timbre rouge, elle ne vient pas de nulle part. Elle est tirée d'un rapport des affaires économiques du Sénat sur les missions, sur l'avenir des missions de service public de la Poste. J'ai contacté l'un de ses rédacteurs, le sénateur Les Républicains Patrick Chaize. J'ai décortiqué avec lui le texte, long texte, et c'est un texte important parce qu'on comprend qu'il peut dicter l'avenir de la Poste. Alors, dans ce rapport, eh bien, comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En 2020, les missions de service public assumées par la Poste ont enregistré des pertes de 1,6 milliard d'euros. Si on suit ce rapport et qu'on prend le pire des scénarios, il y en a plusieurs, mais prenons le pire, eh bien en 2025, les missions de service public de la Poste pourraient accuser des pertes de 2,4 milliards d'euros. Alors, on peut se dire, eh bien, pas de souci. On l'a dit au début de cet article vivant, la Poste fait 2,1 milliards de bénéfices, elle peut compenser, ça marche. Sauf que ça, eh bien, la direction de la Poste, elle ne veut pas en entendre parler. En tant qu'entreprise privée chargée de mission de service public, elle estime qu'elle n'a pas à en assumer la charge. Pour le sénateur Patrick Chaize, la position de la Poste est absolument logique, et il m'a dit, je vais le citer, « Si vous aviez une entreprise rentable, et qu'on vous demandait de réaliser une mission de service public financée sur cette rentabilité, eh ben vous ne le feriez jamais. » Pourtant, le rapport estime que les missions de service public assumées par la Poste pourraient être déficitaires de 2,4 milliards d'euros d'ici 2025. Il manque donc 900 millions d'euros. Qui va payer la différence? Eh bien, c'est aussi dans ce rapport. La Poste le dit, et je la cite. Il y aura une accélération des réductions d'emplois,
une accélération de la fermeture des bureaux de poste, une accélération de l'optimisation des tournées des facteurs avec un moindre passage à la boîte aux lettres. Le sénateur l'avoue lui-même, et je vais le citer encore, « Ce qui compte, c'est la réalisation des objectifs, même si ça passe par des suppressions d'emplois, et ça, peu importe les choix industriels faits par la direction de la Poste. » D'ailleurs, il y a des zones test en France à partir de mars. Ici, à Marseille, ça concerne le 12e arrondissement. À partir de mars, donc, eh bien, le facteur ne passera plus tous les jours. Effectivement, on le comprend, réduire les tournées, ça veut dire, sur le long terme, réduire les effectifs.